Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur cette émission Twitch, donc sur toute la thématique de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc c'est la première des émissions qui va se dérouler ensuite sur plusieurs événements. Donc moi je m'appelle Sylvain Delette, je suis un des membres de l'UGICT, donc l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT, et donc au titre du groupe de travail sur l'IA qui est en place depuis même presque 2 ans, et du collectif Confédéral Recherche, hein, qui est aussi la partie qui anime les questions de recherche dans la CGT. Donc je suis en compagnie de Juliette Mathioli, de Guy Moulas et de Jean Romer qui vont se présenter. Mais je voulais juste indiquer que c'est une démarche qu'on a déjà appliquée dans le cadre des webinaires précédents il y a à peu près un an et demi sur les différentes technologies, les nouvelles technologies autour du nucléaire et aussi un débat sur le traitement des déchets nucléaires. Donc voilà, là on fait disons des allers-retours entre des spécialistes, des experts, des expertes, et puis des syndicalistes pour discuter un peu de ce qui se passe autour du vaste sujet de l'IA. Donc, je voulais quand même remercier tous les gens qui ont contribué, notamment excuser le professeur émérite Yvan Lavallée. Yvan qui était présent lors de notre première convention sur le sujet en 2018. Hein, je sais que Juliette Mathioli était présent, Guy Moulas était présent aussi, donc c'était un peu la conférence inaugurale sur le sujet au niveau syndical, le sujet de l'IA. Et depuis, les choses ont même déjà beaucoup changé depuis 2018. Et donc, je vais laisser la parole aux intervenants qui vont se présenter, en commençant peut-être par Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Juliette Mathioli, je suis fellow en intelligence artificielle pour le groupe Thales. Et je travaille dans l'intelligence artificielle depuis maintenant 36 ans. Donc petite jeune. Merci. Alors, Guy Boulas, moi je suis expert économique et je fais de l'analyse économique et stratégique pour des comités d'entreprise du secteur. Donc en particulier, j'ai longtemps été expert pour ST Micro, je le suis toujours aussi pour Soitec. Je travaille également pour finalement des gens qui installent les data centers, qui sont des entreprises Legrand. Voilà, donc ça me permet d'avoir la vision plutôt hardware et composants. Jean, oui. Jean Romer, donc je suis un informaticien. Je fais de l'intelligence artificielle depuis 45 ans, après avoir fait de la recherche pendant 10 ans, à l'INRIA en particulier. Et j'ai eu la chance de monter l'intelligence artificielle chez Bull il y a 45 ans. C'était une grande expérience qui se poursuit encore de nos jours. Merci. Donc, pour attaquer directement, peut-être, puisque le sujet d'aujourd'hui, je le rappelle, c'est expliquer et comprendre. Alors, comprendre, on va voir qu'on ne comprend pas forcément tout, mais expliquer et comprendre et peut-être aussi un peu démystifier certaines. Alors, si on est ambitieux, je dirais un peu les vérités, les possibilités de l'IA et les impossibilités, les limites de l'IA à ce jour. Donc moi, je propose, étant donné le sujet, de commencer par Jean Romer sur peut-être un petit exposé un peu historique d'où vient l'IA et pourquoi on en est là aujourd'hui. Voilà, alors l'IA, comme on a peu de temps, va pas remonter au déluge, mais si, on va remonter au déluge. Parce qu'on peut dire que l'IA, ça a commencé lorsque Adam et Ève ont décidé de goûter à l'arbre de la connaissance. Il y a déjà tout dire, l'arbre de la connaissance, comprendre, savoir. Et du coup, ils ont été chassés du paradis terrestre et ils sont devenus des travailleurs. Il a fallu qu'ils vivent, qu'ils travaillent, qu'ils meurent et qu'ils transmettent à leurs enfants. Et ensuite, eh bien, les humains, du coup, ont inventé la parole, l'écriture, l'imprimerie, l'informatique pour se battre, pour utiliser les connaissances, le savoir. Alors, l'idée d'automatiser un peu le traitement des connaissances, d'automatiser un peu le raisonnement, l'intelligence, on peut dire que le premier qui a pensé à ça, c'est Descartes. Descartes qui a imaginé qu'il serait possible de créer un langage, un espèce de langage artificiel un peu mathématique, qui permettrait de décrire toutes les pensées, toutes les idées,
et de les représenter comme des nombres et de faire du calcul sur les pensées. Et il disait calculer et raisonner, c'est la même chose. Ensuite, Leibniz, donc ça c'était au milieu du XVIIe siècle à peu près, un peu avant. Ensuite, Leibniz a continué à travailler là-dessus et après Pascal, qui avait fait une première machine à calculer les additions et les soustractions au début du XVIIe, Leibniz a fait une super machine à calculer, c'est des machines à manivelle, hein. On a quelques exemplaires encore, et lui a introduit les multiplications et les divisions. Et à partir du XIXe siècle, l'idée de faire des machines pour faire du calcul a progressé, et en particulier, un certain Babbage a fait une très belle machine qui a permis à Madame Lovelace d'écrire le premier programme informatique, le premier algorithme écrit vers 1845. Donc là, on est dans le calcul, mais on va voir que tout ça va se rejoindre avec l'intelligence artificielle. Et puis, fin du 19e siècle, on a commencé à faire des machines à calculer électromécaniques, ce qui est devenu les tabulatrices, par exemple. Et en 1945, un certain John Feynman a commencé à réfléchir à faire des ordinateurs totalement électroniques, d'une part, donc sans mécanique, sans pièces mécaniques, sans manivelle, sans moteur. Et surtout, il a inventé l'idée de programme enregistré, c'est-à-dire de pouvoir mettre dans la machine des instructions mélangées avec les données. C'est ce qu'on appelle la machine de Feynman. Et depuis cette époque-là, tous les ordinateurs sont faits pareil. Il n'y a pas eu vraiment de révolution sur la manière de faire des ordinateurs. Et l'informatique, ça a commencé en 1950, lorsqu'il y a eu le premier ordinateur qui a été commercialisé et que tout un chacun pouvait acheter. Alors, dès qu'il y a eu l'ordinateur, on s'est souvenu de ce que disait Descartes, utiliser l'ordinateur non pas pour faire des calculs, mais pour travailler sur des connaissances, sur des idées. Ça, même Feynman avait dit c'est possible de faire ça. Mais auparavant, il y avait un certain Alan Turing qui avait non pas construit un ordinateur, mais qui avait théorisé le fait qu'on pouvait faire des machines qui, dans son esprit, étaient des machines purement sur le papier, mais qui pouvaient exécuter n'importe quel type de calcul imaginable. Et tout ça s'est concrétisé vers 1962, lorsqu'un certain John McCarthy, qui était professeur à Stanford, qui était celui qui avait proposé le terme intelligence artificielle en 1956, a commencé à définir un langage de programmation, programmer les machines, qui s'appelait Lisp, qui voulait dire List Processing, et qui était fait non pas pour manipuler des nombres, mais des symboles, des mots, des textes, et ainsi de suite. 10 ans après, en France, à Marseille, Alain Kolmar-Roer est allé plus loin avec le langage Prolog, qui veut dire programmer en logique, dans lequel il a en quelque sorte étendu très fortement Lisp pour pouvoir avoir une machine à laquelle on peut donner des connaissances et faire des raisonnements. Et donc là, on a entré vraiment dans l'ère de ce que l'on a appelé l'intelligence artificielle symbolique, celle qui va travailler sur des symboles plutôt que des nombres, en rappelant que l'ordinateur a surtout servi à faire des calculs pour la bombe atomique dans le projet Manhattan en 1945. Et donc, il y a cette idée on est revenu à Descartes, là, de dire l'ordinateur peut manipuler des idées, des phrases, des langages, des expressions. Mais en même temps, il y a toujours eu une autre idée d'utilisation des machines, c'était pour faire des choses un peu différentes, faire des choses de type reconnaître des images, reconnaître des sons, surveiller des scènes, des vidéos. Et c'est une deuxième branche de l'informatique, de l'intelligence artificielle qui s'est développée très tôt, qui va servir par exemple dans les robots pour percevoir. Et donc, autant l'informatique, l'IA symbolique, elle s'intéresse au sens, le sens d'un texte. L'intelligence artificielle, qu'on va appeler connexionniste, parce qu'elle est à base de connexion de réseaux de neurones, elle s'intéresse au sens au pluriel, les sens, c'est-à-dire simuler la perception, l'audition, la vision. Et d'une certaine manière, ces deux IA, l'IA qui s'intéresse au langage, donc cette IA qu'on appelle aussi symbolique, elle veut imiter la manière dont les hommes pensent, finalement, parlent, s'expriment.
Et l'IA connexionniste, elle veut imiter plutôt finalement la manière dont le cerveau des humains perçoit les choses. Et donc, ces deux intelligences artificielles symboliques et connexionnistes euh, continuent aujourd'hui à se développer. Et pour arriver à l'actualité, il faut noter la chose suivante, c'est-à-dire que des gens comme le célèbre Yann Lequin en France a utilisé l'intelligence artificielle connexionniste réseau de neurones, en particulier pour traiter les images. Et ça a très bien marché, et ça marche toujours merveilleusement. Donc, l'IA, à un moment donné, s'est concentrée sur le traitement d'images, et ça a marché extrêmement bien. Ça a donné naissance au GPU. Au début, il était utilisé pour faire des jeux vidéo, pour faire des images en 3 dimensions, des images animées. Et un jour, des gens se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter pour l'IA symbolique, l'IA des textes, est-ce qu'on ne pourrait pas atteindre les mêmes performances? Et des gens ont eu l'idée assez folle de dire, eh bien, il n'y a qu'à transformer les textes en nombres, et à ce moment-là, une image, c'est des nombres et on sait traiter les images, eh bien, les textes, on les transforme en nombres, et on va pouvoir faire des calculs sur les nombres, et à la fin, ressortir du texte. Et c'est tout simplement ça l'histoire de ChatGPT. C'est-à-dire cette idée assez folle de dire transformons tous les textes de la Terre en nombres, faisons des calculs gigantesques sur les nombres, les matrices, les vecteurs, les produits scalaires sur ces nombres pour arriver à comprendre le texte, à générer du texte. Et une fois qu'on a fini nos calculs, eh bien, il suffit de retraduire les nombres en texte, et ça vous donne ce qui est devenu ChatGPT. Alors, je vais juste, merci Jean, je vois que les questions commencent à apparaître en direct, donc je vais juste donner quelques indications sur comment on va interagir dans cette émission. Donc déjà, c'est la première, hein, donc on va essayer de ne pas avoir d'essuyer trop de plâtre, mais quand même d'un point de vue concret, si vous voulez poser des questions, donc il faut pas hésiter de poser des questions dans le chat. Et en fait, il suffit alors si vous on peut sans créer de compte Twitch, on peut regarder en direct. Par contre, dès qu'on veut poser une question, il faut faire au moins une inscription. Alors, c'est une inscription très simple. Ça prend moins d'une minute et ça ne coûte pas la diffusion. Donc, il faut juste, je crois que vous inscrivez en ligne et vous pouvez poser votre question. Donc, voilà, c'était juste pour pour gagner en interaction, parce que je vois qu'il y a des premières questions. Donc, à ce niveau, pour peut-être complémenter par un état de l'art dans l'industrie aujourd'hui, enfin vu de Thales et des entreprises équivalentes, Alors, Juliette. avant de faire l'état de l'art dans l'industrie, faut savoir qu'on utilise au quotidien des choses à base d'IA. Et on ne le sait pas, mais au quotidien, que ça soit à l'intérieur d'une machine à laver pour le contrôle du poids de l'eau, que ça soit pour calculer des trajectoires optimisées en fonction du trafic, où là, on va utiliser ce que Jean a appelé de l'IA symbolique. Que ça soit pour de la traduction automatique de texte, hein, pour dicter des messages, donc ce qu'on appelle le speech to text, donc dicter des messages à son téléphone. Donc déjà, l'IA, c'est bien démocratisé, même si on n'appelait pas ça de l'IA. Et bien sûr, toutes ces applications, on les voit de plus en plus dans le domaine industriel. Alors, il y a 2 grands axes dans le domaine industriel ou dans les entreprises. Le premier qui est créer des nouvelles capacités des solutions que l'on va vendre, hein. Donc, par exemple, pour Thales, ça va être des nouvelles capacités de perception pour augmenter nos capteurs, nos radars, nos sonars. Donc, comme l'a bien dit Jean, pour détecter des choses qui étaient difficilement détectables, pour reconnaître la différence entre un oiseau et un drone. Enfin, donc on est vraiment dans la perception. Mais ça peut être aussi pour optimiser la gestion d'un trafic aérien et éviter des conflits de trajectoire. Donc ça, ce sont des applications où on va essayer de créer des nouvelles capacités à une solution que l'on cherche à vendre. Et puis, il y a l'IA pour augmenter l'efficacité.
Donc l'efficacité du collaborateur. Alors on voit, avec l'IA générative, de plus en plus d'applications, pour, par exemple, faire des synthèses de comptes rendus de réunion, pour, aider le juriste, à détecter, les paragraphes dans des piles de documents, énormes. Enfin, il y a énormément d'applications pour, augmenter l'efficacité. À ceci près que dans une entreprise comme Thales qui fait des systèmes critiques, donc des systèmes pour lesquels, la défaillance, la faute peut avoir un impact, sur, les biens, les personnes, l'environnement, enfin, un impact assez majeur et en particulier on pense à l'aéronautique par exemple. On est obligé de, développer des IA dites de confiance. C'est-à-dire que, je ne peux pas me permettre, d'avoir un système qui marche à 95. Je ne peux pas me permettre, d'avoir un système qui dit: «Je ne sais pas». Donc ça impose des nouveaux défis. Alors peut-être avant de passer à la partie infrastructure et ressources matérielles, j'ai déjà une série de questions. Donc une personne qui dit c'est l'IA à base de réseaux de neurones qui nous inquiète en ce moment, pas celle d'hier. Donc Jean déjà, est-ce qu'il y a vraiment Ah oui, une oui, révolution? on vit un moment assez révolutionnaire. Par exemple, hier, il a été annoncé que la société OpenAI, qui fabrique ChatGPT, a levé 122 milliards de dollars. 122 milliards. Alors, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Je ne suis pas très sûr encore. Je dis poisson d'avril parce qu'il y a un an, il y avait eu un poisson d'avril qui avait été fait en France, comme quoi Elon Musk allait racheter Atos. Et j'avoue que j'avais gobé. Et le fait qu'on gobe facilement tout ce que l'on dit sur l'IA, on entend des choses tellement extraordinaires aujourd'hui que, qui semblent vraies, qui sont vraies en plus, qu'on croit n'importe quoi sur l'IA. Et alors, et c'est vrai que c'est une véritable révolution. C'est-à-dire, pour des raisons historiques, j'ai pas mal insisté sur l'IA symbolique, et peut-être on y reviendra, parce qu'elle n'a pas dit son dernier mot, c'est le cas de dire. Mais ce qui se passe actuellement est assez fou. Et il y a plusieurs manières de voir que c'est fou. Par exemple, il se publie chaque jour des centaines d'articles sur l'IA, des centaines d'articles scientifiques. C'est-à-dire que si vous voulez suivre l'actualité, vous êtes désespéré parce que la seule chose que vous pouvez faire, c'est lire les titres des articles. Vous n'avez pas le temps de lire. Et le lendemain, il y en aura, demain, il y en aura d'autres encore plus extraordinaires. Et donc, il faut voir que et vous allez certainement en parler, la quantité d'argent qui est mise là-dessus change aussi la nature du phénomène. Alors, si on revient au réseau de neurones, il faut absolument voir la différence avec effectivement la nouveauté. Disons, pour faire une comparaison, si tout le monde comprend Google, bon, vous donnez des mots-clés comme un espèce de prompt, puis ça vous sort des documents. Les documents, il faut les lire. Le ChatGPT, les grands modèles de langage, donc qui tournent avec des réseaux de neurones, c'est comme si vous preniez tous les livres de la Terre et que vous les compressiez dans un pressoir pour en extraire un certain, comme un jus. Et ce jus, ça va être les chiffres dont je parlais tout à l'heure, mais ça veut dire qu'aussi, au lieu de rester au niveau des documents, on va descendre, on va manipuler les phrases et même les mots et même l'intérieur des mots. Donc, vous imaginez par exemple qu'un mot dans ce jus de compression de tout ça va être en contact avec tous les endroits où il est utilisé. Donc, on change complètement, c'est plus du calcul scientifique, ce n'est plus de la traduction automatique, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et comme l'a dit Sylvain, en plus, pour arranger ou aggraver les choses, on ne sait pas trop vraiment expliquer exactement comment ça marche. C'est-à-dire, indépendamment du fait que c'est basé sur des statistiques, donc il y a une chance que pour mon résultat soit bon, on ne sait pas vraiment comment, quand je dis on ne sait pas vraiment, ça veut dire les ingénieurs qui les font, hein, on ne sait pas vraiment comment ça marche, et c'est merveilleux, c'est miraculeux, mais c'est assez nouveau en sciences et en technologie. On construit quelque chose et après on regarde ce qu'il sait faire. Et ça, c'est de nature, effectivement, à inquiéter tout le monde.
Peut-être à ce moment-là, oui, Alors, Guy, sur l'impact au niveau justement de oui, Grenoble, au niveau, les voilà, composants. Ouais. l'impact enfin, il y a une vraie révolution de l'IA qui en fait se traduit par des chiffres économiques. Quand vous regardez le leader actuel des processeurs Nvidia, Nvidia c'est une petite société en fait qui faisait du graphique il n'y a pas si longtemps et qui était entre 5 et 10 milliards de dollars suivant les années. Et en 4 ans, ils ont multiplié par 10 leur chiffre d'affaires. Et en fait, ça a eu 2 étapes. Et une première étape, ces GPU que faisait Nvidia ont été utilisés pour faire du data mining Hmm. pour le Bitcoin. Bitcoin, ouais. C'était surtout en Chine. Donc, ils ont fait déjà une belle croissance à cette époque-là. Et puis, il y a eu l'apparition du processeur Nvidia utilisé dans les data centers. Et là, vous avez vraiment une révolution économique. Nvidia va dépasser 200 milliards de dollars. C'est devenu le numéro 1 des fabricants de semi-conducteurs, des composants. Alors, il fait des marges, il fait des marges colossales. Hein. Bon. Et donc, il a des ressources colossales aussi. Et pendant ce temps-là, les acteurs traditionnels des semi-conducteurs se sont arrêtés de croître et même ont fait de la décroissance. Donc, par exemple, vous avez Intel, jusque-là, qui avait dominé les microcontrôleurs et les microprocesseurs pendant 40 ans, n'a fait que régresser. Et les 2 sociétés françaises qui sont dans les semi-conducteurs, qui sont ST Micro et Soitec, elles ont perdu 30% de chiffre d'affaires sur la même période. Vous voyez là un élément économique énorme et qui est majeur. Alors, moi, quand je regarde pourquoi il y a eu cette évolution tellement forte de la demande de composants qui se met à 90% dans les data centers. Alors, il y a évidemment d'autres utilisations plus spécifiques, mais la grosse masse, la massification se fait dans les data centers. Il faut savoir qu'il y en a 350 en France actuellement. Ils sont construits tout le temps. Il y a des data centers qui sont maintenant en Chine et aux États-Unis sur des tailles colossales qui coûtent jusqu'à 5 milliards de dollars le data center, qui consomme une énergie dingue. Mais enfin, on peut imaginer qu'on est peut-être qu'il y a eu une telle croissance, mais qu'en même temps, cette croissance pourrait aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, l'utilisation donc de l'IA dans l'économie mondiale, c'est 3-4% du PIB mondial. Et c'est à peu près aussi 3-4% de l'utilisation de l'énergie mondiale. Mais moi, mon estimation, c'est que dans les 5, 10, 15 ans à venir, on pourrait avoir cette utilisation de l'IA dans tous les domaines qui pourrait représenter jusqu'à 20% de l'économie mondiale. Donc cette évolution, vous dites, il y a plein de publications, il se passe plein de choses, il y a plein d'investissements, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en marche et qui pourrait aller plus loin, alors qui va poser après beaucoup de questions dans tous les domaines, puisque ça devient quelque chose d'absolument... Voilà, on ne peut pas passer à côté. Voilà, alors juste peut-être pour finir, une explication de mon point de vue, pourquoi il y a eu une telle révolution matérielle qui a permis la révolution finalement de l'outil. ChatGPT, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3 ans, novembre 2022. Et c'est là où il y a une explosion colossale de l'utilisation du composant du hardware et de cette évolution de l'IA actuelle. Et pour moi, vous l'avez dit, hein, il y a les aspects massification grâce aux composants des mémoires. Donc les datas sont dans des énormes registres mémoire qui ont multiplié par 1000 sur les 10-15 dernières années. Il y a le processeur avec Nvidia, qui est lui aussi beaucoup plus puissant et qui a utilisé ce qu'on appelle le traitement parallèle. Les GPU, c'est du traitement parallèle sur les images. Alors demain, il y aura les traitements neuronaux, hein. C'est quelque chose qui est en train d'arriver, mais ce qui a aussi massifié le traitement. Donc c'est une sorte de massification qui a permis ce traitement du langage. Et évidemment, des nouvelles architectures logicielles bâties beaucoup sur deux sujets. Pour moi, c'est la capacité à faire de l'apprentissage, c'est-à-dire la machine fait une erreur et puis la corrige. Alors, on l'a vu, nous, sur l'utilisation des machines pour, par exemple, le joueur de Go. Le Go, on avait dit, on n'y arrivera jamais à battre les professionnels du Go. Puis en quelques années, grâce à ces machines, et surtout à l'auto-apprentissage, c'est-à-dire la machine fait ses propres jeux, et puis au bout d'un moment,
elle arrive à améliorer son jeu, puis elle est devenue meilleure que les meilleurs professionnels. Et puis la deuxième chose, c'est l'utilisation des probabilités, vous l'avez dit, hein, qui est extrêmement importante. Il y a eu des progrès faits dans ce domaine sur l'analyse probabiliste. Voilà. Très rapidement, les quelques sujets qui sont importants et qui nous amènent à une économie qui se transforme à une vitesse grand V. Alors, pour relancer un peu les questions, parce que là, j'ai des questions qui arrivent, mais qu'on va essayer de traiter. Là, on a un petit peu de temps, donc je fais juste une relance pour les gens qui prennent l'émission en cours. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il suffit pour ça de vous inscrire. Donc, il y a juste une inscription en ligne à faire qui prend moins d'une minute. Donc, vous vous inscrivez, vous mettez votre email et vous pouvez interagir en direct avec nous. Donc peut-être des compléments de Juliette Oui, ou... moi j'aimerais bien compléter. C'est vrai que Bien sûr. toute la partie IA connexionniste a vu un boom, d'abord avec la reconnaissance de visage et la reconnaissance d'image, et puis maintenant avec les approches de type IA générative. Mais comme l'a dit Jean, l'IA symbolique n'a pas dit son dernier mot. Et ce que je pense, c'est que le futur est dans la combinaison des deux. Parce que c'est bien d'avoir des données, mais c'est pas mal aussi d'exploiter les connaissances. Et donc, faire une combinaison des deux, ce qu'on appelle l'IA hybride ou du neurosymbolique ou d'autres approches, c'est très intéressant. Et on parlait du jeu de Go. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2-3 ans, une start-up française qui s'appelle Nukai a battu tous les jeux, tous les meilleurs joueurs au bridge, qui est un jeu assez compliqué de stratégie et en plus avec une connaissance partielle de la main du joueur. Donc l'industrie des jeux a beaucoup alimenté l'IA et est assez challenging puisqu'elle relève pas mal de défis. Mais l'avenir n'est pas forcément dans le tout connexionniste. Oui, alors, à ce sujet, ce qu'on peut dire, c'est lié aux 300 articles qui se publient tous les jours, et puis c'est lié aussi aux chiffres que vous avez donnés. C'est qu'au départ, ChatGPT, c'est ce qu'on appelle, c'est de la force brute. C'est-à-dire, c'est un coup de génie, mais un coup de génie dans la folie aussi. C'est-à-dire, on va en gros compresser tous les textes de la Terre, et puis on va les transformer en nombres. Bon, et on veut être le premier sur le marché, donc on met le maximum de GPU, on aligne, on ne regarde pas à la dépense. Hein. Ouais. Donc on parle d'investissement de CAPEX, peut-être vous nous expliquerez, c'est un CAPEX de 1000 milliards de dollars. Et donc on y va brutalement pour être les premiers. Et évidemment, derrière, les informaticiens, les mathématiciens, les probabilistes, ils repassent derrière, mais ils disent, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que ça a été fait à la va-vite et ça peut être énormément optimisé. Et donc, tous les 3 jours, il y a un papier qui sort en expliquant que telle équipe a trouvé un moyen de diviser par 10 les besoins de mémoire, de diviser par 3 le temps d'exécution, de diviser par 20 la consommation d'énergie. Et on se dit que l'histoire n'est pas du tout finie. Et on regarde à ce moment-là, est-ce que le cours de NVIDIA va baisser? Il ne baisse pas forcément. Parce qu'il y a autant, quand les algorithmes progressent, ça diminue le coût unitaire, disons, d'un service, et donc les gens consomment plus. C'est théorisé en économie, ça. Mais c'est certain qu'à matériel constant, il va y avoir des progrès logiciels permanents, comme ce que le plus marquant a été l'an dernier, quand les Chinois de DeepSeek ont sorti quelque chose qui en gros était aussi bon que ChatGPT, mais en prétendant, bon après il y a eu des contestations, qu'ils ont utilisé, je ne sais pas, 10 fois ou 100 fois moins de mémoire. Donc ça bouge sans arrêt. Et il y a un mot-clé derrière ce mouvement perpétuel, c'est la notion d'exponentiel. Pendant le Covid, tout le monde parlait d'exponentiel. Exponentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, on s'améliore. Sans arrêt, on s'améliore. C'est-à-dire qu'en gros, chaque année, on produit 2 fois plus que l'année d'avant, que ce soit dans les algorithmes et même dans les dépenses, etc. Et donc, ça veut dire qu'en gros, chaque année,
on produit autant que ce que l'on a produit avant, depuis le début, de l'humanité et c'est une espèce de course infernale. Alors tout le monde dit: «Ouais, mais ça va s'arrêter», mais jusqu'à présent, ça ne s'arrête pas, hein et on parle maintenant, j'ai vu qu'on voulait faire des transistors avec 3 atomes. Alors les les gens de l'économie ou de la physique quantique, nous diront peut-être leur avis là-dessus. On a l'impression d'une course qui ne s'arrête pas et quand chaque année, vous êtes 2 fois plus surpris que l'année d'avant, bah, c'est très difficile pour les humains, si on revient aux humains, de raisonner là-dessus. Mmh. Donc faire des prévisions, pardon. Pour faire des productions, c'est facile, faire des prévisions, c'est difficile. Ouais. Alors à ce niveau-là, je rappelle qu'on a parlé des possibilités, mais on a parlé aussi des limites de l'IA. Donc il y a encore de la marge, hein. C'est un peu, alors, pour reprendre une image, c'est un peu la question du pic de pétrole. J'ai gardé un article de Scientific American de 2005 qui explique qu'on était au maximum en 2005. Bon, donc, mais derrière, enfin, je sais pas, je renvoie peut-être sur Guy Moula. Tout ça fait beaucoup d'effets Joule, comme disent les physiciens. Ça chauffe beaucoup. Il y a des problèmes de thermique, évacuation de thermique dans nos sympathiques GPU, et donc il y a des limites. Alors, Jean Remel donne la limite à 3 atomes. On change de registre parce que là, on arrive dans le monde pour des questions de physique, on arrive dans le monde du quantique. Donc là, ça serait aussi une révolution. Donc, je sais pas, Guy, c'est quoi les limites, le retour au réel, enfin entre guillemets. Oui, l'IA est bâtie, on l'oublie un peu souvent, sur du hardware, sur du matériel. Donc il faut que enfin, ce qui s'est passé, c'est que le matériel, comme je disais, c'est accéléré en termes de puissance et de capacité de stockage data, hein, et ça continue. C'est-à-dire que on s'imaginait il n'y a pas très longtemps qu'on pourrait pas. Enfin, on est actuellement sur des gravures quand on grave les composants dans les fabs, hein, sachant que le leader des fabs, enfin, tout le monde ne le sait pas, mais c'est un Taïwanais qui s'appelle TSMC et qui assure. Attention aux problèmes après de souveraineté, de difficultés d'approvisionnement. TSMC fabrique 60% des processeurs les plus avancés qui servent dans les téléphones portables, qui servent dans les PC, mais qui servent surtout dans les data centers. Et donc, on est. Alors, c'est un sujet, on va l'aborder. Ça fait partie aussi des questions autour de l'IA qui sont mondiales. Autant l'IA, les semi-conducteurs, c'est l'accumulation d'un certain nombre de technologies et de compétences qui sont dans toutes les zones mondiales. Il y en a y compris en Europe. On a en Europe des capacités dans des domaines que n'ont pas les autres zones. On peut dire qu'à peu près l'Europe représenterait 10 à 15% des technologies utilisées dans l'utilisation de l'IA. Mais bon, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup au Japon, également à Taïwan, et puis de plus en plus en Chine. Alors, alors je reviens sur la question de où ça pourrait aller. Eh bien, les technologies de fabrication des puces, elles sont donc dominées par ce Taïwanais qui était TSMC. Il faut savoir que toutes les grandes zones veulent faire concurrence. Les Américains ont dit, bah, attendez, on est trop dépendants donc on va les obliger à investir aux États-Unis. Il a été annoncé par Elon Musk il y a 15 jours qu'il allait créer une terafab avec un investissement colossal qui est bien supérieur à tous les investissements qu'on fait dans le domaine en Europe. Bon, c'est son projet, hein. Et pour aller au-delà de 2 nanos, alors aujourd'hui on est à 2 nanos, hein. Alors faut savoir que les meilleures gravures qu'on fait en France aujourd'hui sont à Crolles et elles sont en 18 nanos. Vous voyez, il y a déjà un facteur 10 au niveau de la capacité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les technologies, hein, en Europe, hein. Le LETI et le CEA à Grenoble travaillent sur les mêmes technologies et peuvent travailler sur les technologies de recherche jusqu'à 2 nanos, hein. Et puis, évidemment, demain sur le quantique. Mais aujourd'hui, en industrie, en Europe, on est très, très mal placé. Et il faut savoir que toutes les grandes zones investissent énormément. Les Taïwanais, bien sûr, les Chinois, les Américains qui veulent reprendre un lead avec Elon Musk, et même les Japonais, hein. Il n'y a que nous, finalement, les Européens. On a eu Thierry Breton. Enfin, moi, je vais être très critique sur le sujet en disant on a fait un chip axe européen et finalement, voilà, on va travailler sur une partie, je dirais peut-être pas marginale, mais un peu secondaire, qui va être quand même l'Edge AI avec des technologies intermédiaires, ce qu'on appelle FDSOI, qui sont développées
aussi à Grenoble. Mais bon, c'est aujourd'hui 5% du marché, peut-être 10% demain. Voilà, mais on n'est pas sur le cœur de la machine et on dépend, comme depuis toujours, parce que ça fait 50 ans dans les microprocesseurs qu'on dépend des Américains, et on continue aujourd'hui à dépendre pour la machine qui fait l'IA, qui est rentrée dans l'état serveur. Les microprocesseurs, ils sont conçus par les Américains, NVIDIA, fabriqués à Taïwan. Et pratiquement rien en Europe. Voilà, juste pour dire, c'est pas rose de ce côté-là, même si on a beaucoup de bons chercheurs en Europe. Je voulais juste, avant peut-être que le débat rebondisse, dire que je prends en compte aussi toutes les questions. Donc là, j'ai quand même beaucoup de questions du chat. Alors finalement, j'ai pas énormément de questions techniques, peut-être si sur la question justement de la fiabilité qui est sous-jacente. Donc c'est ce qu'évoquait Juliette tout à l'heure. Pourquoi on a besoin d'une IA de confiance? Bon, ça paraît en effet sain d'avoir la meilleure IA en termes de fiabilité, mais donc c'est des choses comme on l'a vu, qui sont complexes à garantir. Donc, on va se garder cette question sur l'IA de confiance. Mais sinon, pratiquement tout le chat est sur les questions sociales d'impact, notamment sur les licenciements, sur le fait que tout un tas de métiers, y compris jusqu'à les avocats qui sont concernés, puisque les avocats un petit peu, on va dire, un petit peu débordés, n'ont pas le temps de faire de vraies analyses et sous-traitent leurs analyses à ChatGPT. Et résultat, leurs conclusions sont complètement fausses et l'avocat est condamné à 25 000 € d'amende pour faute, quoi. Voilà, donc on est un peu là, c'est un peu la caricature, mais c'est des choses qui remontent. Moi, j'ai entendu aussi des gens du barreau de Paris parler de ces choses-là qui sont nouvelles. Et donc, il y a énormément de questions sur voilà, l'impact sur les professionnels, les spécialistes, et pour peut-être relancer le débat, la question des taux d'erreur et de fiabilité, Juliette. Alors justement, l'exemple des avocats est très très bien parce que en fait le problème c'est que ces IA génératives, ChatGPT et co, elles ont le mauvais goût de ne pas être des IA de confiance. Alors qu'est-ce que ça veut dire une IA de confiance? C'est une IA qui est valide, c'est-à-dire que elle fait ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle doit faire et seulement ce qu'elle doit faire. C'est une IA qui est explicable et on a dit tout à l'heure que on avait beaucoup de mal, même en tant qu'ingénieur, à comprendre ce qui se passe et pourquoi elle sort tel résultat. À minima, elle doit être transparente et on voit bien qu'il commence à y avoir des problèmes, en tout cas sur l'IA générative, sur quelle base de données ou quelle base de texte elle a été entraînée et puis pour éviter des problèmes de copyright, par exemple, ou ce genre de choses. Et puis, elle doit être robuste parce que il n'y a rien de plus facilement attaquable qu'une IA par une autre IA. Donc, la cybersécurité, c'est aussi un problème. Mais le mauvais usage peut être un problème aussi, surtout dans les systèmes critiques. Et enfin, elle doit être, je dirais, conforme à la réglementation, à l'éthique et aux standards, et surtout quand dans certains domaines, comme dans l'aéronautique, la santé, il y a des standards spécifiques et il faut qu'on s'y conforme. Et tout ça, ça veut dire que aujourd'hui, si on se dit on va utiliser une technologie de type IA générative pour faire ça, et pour répondre à des problèmes qui peuvent être des problèmes, je dirais, critiques, typiquement l'argumentaire d'un avocat, derrière, il y a une vie qui peut être en jeu, donc ça peut être critique. Dans l'automobile, ça peut l'être encore plus. Dans la santé, on n'en parle pas. L'aéronautique, pareil. Ça nécessite je dirais, soit de continuer à travailler, mais là, on est plutôt dans la partie recherche, technologie, innovation pour rendre ces IA de confiance, soit trouver des moyens de contourner, c'est-à-dire de combiner avec d'autres technos ou de combiner des technos d'IA ensemble. Parce qu'il n'y a pas qu'une IA. On a parlé de l'IA symbolique, on a parlé de l'IA connexionniste, il y a aussi d'autres types d'IA. Et donc, de façon à garantir ça. Et vraiment, la validité, c'est le premier point. C'est un incontournable, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, de la confiance. Et une IA générative, on le dit quand on est dans le domaine, qu'elle peut halluciner, c'est-à-dire elle peut dire n'importe quoi. Et donc elle n'est pas valide. Elle n'est pas fiable.
juste pas valide. Après, elle n'est pas fiable, elle n'est pas robuste, elle n'est pas. Donc la précision, c'est pas que ça. Il y a Elle aussi. répond pas au problème. Elle répond pas au problème. Voilà. Bon. Je voudrais en rajouter une couche sur le Vas-y. désarroi qu'on peut tous avoir. Comme, si je prends mon cas particulier, j'essaie de comprendre comment ça marche tout ça. Lire des articles, c'est très difficile. Les articles scientifiques ne sont pas faits pour être compris. C'est un avis personnel. Ils sont faits pour être publiés. Le meilleur pédagogue que j'ai trouvé, c'est ChatGPT. ChatGPT m'explique comment marchent les grands modèles de langage avec un sens de la pédagogie exceptionnel. Exceptionnel. En trouvant les bons exemples, en ayant compris ce que je comprends. Et c'est époustouflant. Une autre chose aussi, par exemple, comme tous, je participe à des groupes de travail. On fait des plans de travail et ainsi de suite. Vous passez 3 séances, 4 séances à faire un plan de travail. Vous demandez à ChatGPT de vous faire un plan de travail avec les mêmes hypothèses, il fait mieux. Voilà. J'affirme ça. Des fois, vous n'osez même pas le montrer aux collègues, ce qu'il a fait. Peut-être qu'eux aussi ont fait pareil. Donc, les performances dans ce que l'IA fait bien sont tout à fait étonnantes. Le mot bluffant, il n'est pas là par hasard. Une autre chose, et là je ne veux pas quitter le social pour le technique, mais c'est qu'une chose assez naturelle qu'on commence à faire pour améliorer l'IA, c'est d'utiliser l'IA pour s'améliorer elle-même. Ce qu'on appelle l'IA récursive. En gros, ça consiste, c'est comme un groupe de travail toujours. Vous faites une première séance, vous faites un premier jet, et puis après vous y travaillez une deuxième fois. Ça va être meilleur, une troisième fois, une quatrième fois. Et maintenant, donc, vous prenez ChatGPT, et puis vous lui dites, maintenant améliore ce que tu m'as dit. Et ainsi de suite. Enlève les erreurs. Et ça, c'est un autre moteur de progrès qui n'a rien à voir avec les nanos de gravité ou les algorithmes. C'est que, et ça recoupe un peu ce qu'on appelle les agents, l'IA agentique. L'IA agentique, en gros, ça veut dire j'en mets beaucoup à travailler à la fois. S'il y en a une qui est bonne, si j'ai l'argent, je m'en paye 1000 et puis je les fais travailler, discuter ensemble. Donc là, il y a des choses vertigineuses, quoi, c'est de la technique, mais c'est aussi où s'arrête-t-on. Et quand je dis ça, je ne dis pas il faut aller là-dedans les yeux fermés avec le sourire. Par exemple, des moments donnés, je me pose une question, faut-il une loi de séparation du numérique et de l'humain? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, est-ce qu'on ne doit pas juste critiquer l'IA sur les défauts d'aujourd'hui? Pour faire une éthique d'IA, il faut se dire, et si elle était parfaite, si elle était encore meilleure, est-ce que je sais me blinder juridiquement ou est-ce que ça va finir, comme dit Juliette, sur du juridique, tout ça, peut-être un jour? C'est déjà plus ou moins le cas avec la réglementation européenne. Alors la réglementation européenne, elle est basée sur le principe du risque. C'est la philosophie du risque. Quel est le risque induit par un système à base d'IA? Et en fonction, je mets ceinture et bretelles ou j'augmente les exigences des personnes qui vont soit développer, soit déployer ces systèmes à base d'IA. En effet, un système qui fait juste un résumé de texte pour lequel c'est une aide au travail, le risque il est beaucoup moindre que un système de pilotage d'un avion. En revanche, je dirais cette augmentation, que ça soit d'une IA par une IA ou d'une IA par un humain, c'est-à-dire un humain qui a des compétences et qui va ne serait-ce qu'au travers d'un prompt, dire oui, mais es-tu d'accord avec ça parce que moi je pense que, etc. Et ça va améliorer. Et là aussi, on rajoute de la connaissance. Donc on est en train je vais lâcher un grand mot, mais on les éduque en fait. Alors justement, j'ai une question là, qui challenge ce que vient de dire Jean Romer. C'est est-ce que finalement, il n'y a pas un danger dans la récursivité, si j'ai bien compris la question, au contraire, alors ça c'est le point de vue positif que vous donniez, mais là, est-ce qu'au contraire, ça risque pas de renforcer des hallucinations d'un point de vue technique? Enfin, donc là, voilà, une question un peu plus technique. Sûrement, parce qu'en gros, c'est difficile de comprendre et de maîtriser une IA. Si vous mettez N IA à la queue leu-leu qui chacune reprend le travail de la précédente, là, c'est encore plus dur de retrouver ses petits.
Ah, et ce qui est gênant, c'est que quand même le résultat est meilleur. Donc on est tenté de se dire, ça c'est très bien dit par Yann Lequin. Yann Lequin, ça fait très longtemps qu'il a dit, plus une IA est efficace, moins elle est explicable. Mmh. Mm. Et donc la tentation naturelle, soit par amour de la science ou amour de l'argent, de se dire, eh bien, je vais faire encore mieux en faisant des IA encore plus efficaces, mais encore moins maîtrisables, bah, c'est une tentation qui est là. Et peut-être qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut... mais c'est comme ça. Un truc très simple, et ça marche aujourd'hui comme ça, c'est ce qu'on appelle la distillation. Distillation, ça dit bien ce que ça veut dire. Vous prenez un modèle d'IA qui fait quelque chose, que vous lui dites maintenant, ben, toi, tu vas me générer des exemples pour un autre modèle d'IA qui va essayer de faire mieux. Et le résultat est meilleur. On dit que DeepSeek, en fait, certains ont dit que c'était juste la distillation des modèles américains. Et ça, c'est un problème à ce moment-là philosophique. Parce que j'ai beaucoup de questions de gens qui sont inquiets sur le sens du travail, le sens je dirais, le caractère professionnel, enfin, la mise en danger des spécialistes, des professionnels. Qu'est-ce que vous avez comme, en tête, comme perspective, je dirais, soit correctrice par rapport à... Bon, là, en effet, on est bluffé par la capacité de synthèse et de rédaction d'un sommaire ou d'un plan. À contrario, moi, en tant que spécialiste, il y a des questions que j'ai arrêté de poser à l'IA parce que je lui demande un capteur d'image, il me répond capteur de pression et de température parce que c'est ce que 99% des gens demandent. Donc voilà, ça c'est typiquement les biais parce que je suis pas dans la gaussienne. Et moi, je suis capable de dire, bah non, c'est capteur de température, c'est pas un capteur d'image, hein, c'est CD. Alors qu'un étudiant ou un jeune ingé, il va aller voir son chef en lui disant, ben, chef, ChatGPT m'a expliqué que le CCD, c'est un capteur de température, puisqu'il me l'a dit. Alors, Alors, donc, là-dessus, oui, Guy. moi, je veux dire, c'est vrai, les IA, surtout génératives, elles font beaucoup d'erreurs. Bon, on le voit, il y a beaucoup d'hallucinations, c'est très amusant. Bon, ça peut être très dangereux aussi, hein, voilà. Mais ce qui se passe, et vous l'avez dit, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de travail, il y a énormément d'ingénieurs. Alors, je ne parle pas des Chinois, parce qu'ils sont plus nombreux que nous, hein, mais il y a énormément de travail qui est fait pour améliorer la partie architecture logicielle, d'une part, et sa fiabilité. Alors, un jour, peut-être, une voiture pourra être conduite par un robot de façon plus fiable qu'un humain. On n'en est pas loin. Voilà. Mais c'est en plein progrès de ce côté-là. Il ne faut pas oublier aussi que d'un point de vue hardware, je reviens sur le hardware, même si on est arrivé à 2 nanos, il est prévu d'aller plus loin. Il est prévu d'aller à 1 nano. Et puis, il est prévu, et là, en France, on a quand même souvent des bons chercheurs, d'aller au quantique. Et le quantique permettrait peut-être d'aller encore plus en termes de capacité au niveau hardware. Juste une précision de l'ingénieur. Un anneau, c'est une petite dizaine d'atomes, hein, quand même. Voilà. Oui, Voilà. c'est une Voilà. dizaine Voilà. d'atomes. Donc, on est bien dans un système quantique. Enfin, Oui, il n'y a plus voilà. beaucoup. Il y a plus Voilà. beaucoup. On en est ramené à l'atome, mais il est prévu d'aller plus loin en termes de capacité. Alors après, il y a un problème de coût, hein, bon. Et on n'a pas encore fini d'augmenter cette massification du calcul et des mémoires. Pas tout à fait fini. Ça peut encore durer 5 ans, 10 ans. On ne sait pas jusqu'où on va aller. Bon. Et ce que je veux dire, donc, c'est que cet impact de l'IA sur les métiers est déjà considérable. Attention, moi, de mon avis, elle va encore continuer. C'est un peu ma projection en disant, aujourd'hui, l'IA, c'est 3% du PIB mondial, ça pourrait aller jusqu'à 20%. Attention. Donc, effectivement, d'un point de vue social, métier et analyse des emplois et analyse syndicale sur ces questions-là, c'est majeur. Alors, il y a des métiers, de mon point de vue, qui sont beaucoup plus touchés que les autres. Les métiers les plus touchés, ce serait, par exemple, moi, je suis dans les semi-conducteurs, la programmation de base de la conception d'un circuit, c'est automatisé aujourd'hui grâce à l'IA. Et il y a un certain nombre de métiers comme ça sur lesquels il va y avoir presque disparition du métier, parce que c'est l'IA qui va le faire. Par exemple, les gens qui génèrent des vidéos pour le marketing, qui étaient avant des ateliers de travail de vidéos, bah, c'est fait par l'IA. Alors, la difficulté, c'est qu'on voit bien qu'à un moment donné, il faut le spécialiste qui dit, mais non, ça ne va pas, il y a un bug, il y a un problème.
Et là, il n'y a que le spécialiste. C'est-à-dire la fiabilisation du résultat de l'IA, vous le disiez, à un moment donné, ça peut être une autre IA, mais c'est aussi à un moment donné l'humain. Et donc, toute la difficulté, c'est que dans nos métiers, effectivement, il va y avoir une évolution où il faudra être peut-être plus expert qu'avant et qu'il y a des métiers sur lesquels on va avoir la difficulté. Donc, ça pose la question après des formations, de l'éducation, parce que l'IA veut dire, va diminuer la demande de métiers peu experts. Alors, C'est mon avis. je rappelle juste toute petite pause là pour rappeler aux gens qui prennent l'émission en cours de route, on peut s'inscrire pour poser des questions dans le chat, hein. Donc là, j'ai une bonne quinzaine de questions, dont beaucoup en effet qui sont très inquiètes, qui traduisent une inquiétude par rapport à l'emploi, mais aussi des gens qui disent, mais en gros, enfin c'est ce qu'on a abordé un peu avec la notion d'hybridation. Finalement, l'homme dans la boucle, est-ce que comment on a même évoqué une besoin de clarifier, de faire du juridique sur l'humain et le numérique, une forme de séparation ou de clarification entre le rôle de l'humain et le rôle d'une automatisation dans le domaine numérique. Et justement, est-ce que l'homme dans la boucle, c'est voilà, comment on garde l'homme dans la boucle? Enfin, il y a des applications, par exemple, en aéronautique. On parle de conduite autonome. Voilà. Donc, est-ce que là-dessus, qu'est-ce que vous pensez pour clarifier le débat? L'homme dans la boucle, et encore, non pas l'avocat du diable, mais enfin, j'essaie de voir les choses en face. Je trouve que c'est souvent une incantation. C'est-à-dire que, en faisant une boutade, il va s'embêter au milieu de la boucle, l'homme. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait encore des systèmes où l'homme est dans la boucle? C'est pas du tout, c'est pas du tout évident. J'ai l'impression que c'est une hypothèse qu'on ne sait pas forcément faire. Si on prend un exemple, et peut-être Thalès a des exemples concrets, bon, c'est on n'a pas parlé, mais sur l'utilisation d'IA pour programmer, pour générer du code. Là, ça devient, ça devient très, très évident apparemment pour beaucoup de gens. Chez Thalès, il y a beaucoup de programmeurs chez Thalès. Comment ils font avec l'IA? Mais justement, alors c'est pas forcément l'homme dans la boucle, mais c'est l'homme au niveau du contrôle du système. C'est-à-dire que même si un ingénieur logiciel utilise un assistant pour faire de la production de code, comme il y a quand même un principe dans l'ingénierie logicielle qui est que celui qui développe n'est pas celui qui qualifie. Donc, si c'est une IA qui a développé le code, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui qualifie. Donc, ce sera un ingénieur. Ou alors un système qui n'est pas à base d'IA, mais il y en a de moins en moins quand même, hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines responsabilités peuvent être transférées. Donc, même si le métier d'ingénieur logiciel va évoluer, il y aura quand même une place importante de l'humain dans le métier d'ingénieur logiciel. Par contre, il va évoluer parce qu'il va falloir que soit il le qualifie, soit il le valide, soit il l'éprouve. Donc, il y a quand même des choses qui sont importantes. Mais dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même l'homme qui va spécifier son système. Après, il y a peut-être une machine qui va générer le système, mais après, il va falloir le valider, le qualifier, le certifier. Alors, si je parle de certification, c'est encore pire. Mais donc, enfin, moi, mon point de vue, c'est que certes, il y a des métiers qui vont être transformés. On parlait des créateurs de vidéos, mais les créateurs de vidéos, s'ils utilisent tous le même genre d'IA, on va s'ennuyer à regarder des vidéos parce qu'elles seront toutes formatées pareil. Donc, c'est là où ça va augmenter la créativité. Il va falloir augmenter la créativité. Donc, il y a des endroits où l'humain sera une valeur ajoutée pour l'intelligence artificielle. Bon, après, c'est mon point de vue, mais quand je vois des textes générés par ChatGPT, enfin, ils sont tous formatés de la même façon. Alors, le mieux, c'est les PowerPoint, donc tous les slides pour faire des présentations. On les voit, mais enfin, on les voit très, très vite parce qu'elles sont toutes formatées pareil. Donc, l'originalité, bah, c'est là où le sens, je dirais, créatif de l'humain va revenir en plein, quoi. J'ai une question concrète peut-être à Jean. Enfin, euh,
est-ce que, après avoir ingurgité la totalité de tous les livres de la Terre, ou presque, hein, tout le contenu d'Internet, est-ce qu'une IA est capable de créer des nouveaux théorèmes en mathématiques, par exemple? Donc sur la question de, voilà, on sait que l'IA imite très bien, synthétise très bien, classifie très bien, optimise très bien, donc ça d'accord. Mais sur le plan de la création, y compris de nouvelles idées ou de nouveaux théorèmes, que disent les scientifiques? Ça, c'est une vieille question, parce qu'avec la vieille IA symbolique, C'était déjà le cas. les questions sont déjà posées. Les chercheurs ont déjà travaillé là-dessus, en particulier, je crois, un certain Douglas Lennart, qui a fait un système qui s'appelait Eurisco, Mm. Eureka, hein, et qui a sorti des résultats assez intéressants. Parce qu'un mathématicien, c'est pas tellement celui euh, qui prouve un théorème, c'est celui qui énonce, qui crée un nouvel objet, un nouveau concept et qui prouve des choses sur ce nouveau concept. Bon, je pense que ça, c'est pas le plus difficile. À la limite, c'est peut-être plus facile parce qu'on est très dur avec l'IA. Si elle dit des bêtises, on lui dit tu dis n'importe quoi. Et si elle n'est pas créative, on lui dit tu restes dans les sentiers battus. Ben, on est totalement injuste, hein, puisqu'on lui reproche des choses contradictoires. Euh, et alors, mais ce que disait Juliette à propos du système militaire, ça me fait penser à une chose, c'est que j'ai assisté à une conférence sur l'IA dans le commandement, pas dans la techno. Mhm. L'IA dans le commandement. Alors, ça pouvait inclure les robots. C'est tout aussi le problème des bataillons, des bataillons de robots. C'est que j'ai été impressionné par le fait que les militaires ont une réflexion là-dessus extrêmement profonde. Et ils parlent sans arrêt, quand ils posent ce problème, quand ils débattent de ça, ils parlent sans arrêt. Mais vous savez, nous, on vit sous le régime de la loi. On vit sur le régime de la loi de la guerre. On a comment ça s'appelle, des règles d'engagement. Et je pense, parmi les professionnels, les gens qui se sont le plus intéressés à ça. Comment faire en sorte qu'un robot à qui on demande tu vas aller extraire une personne d'une zone ne va pas décider d'éliminer le maximum de gens sur sa route parce qu'on ne veut pas qu'il fasse ça. Et je pense qu'il faut beaucoup se retourner vers les. Je pense aussi qu'il y a des juristes, des philosophes dans l'armée qui étudient ça. Et alors, eux, le problème de quand je donne un ordre, je suis responsable de son exécution, y compris si c'est un robot à qui j'ai donné l'ordre. Mais l'AI Act, c'est celui qui fournit, déploie, qui est responsable de la défaillance. C'est pour ça qu'on met en place énormément de choses. Alors, peut-être que les choses, on va commencer à réfléchir sérieusement. Si on fasse des milliards des investisseurs, il y aura un jour des milliards de pénalités à Alors, cause. Là, les gens vont se dire. L'AI Act, quand même, sur les systèmes critiques, la pénalité peut aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires de la société globale, pas juste de la filière qui a. Donc, pour Thales, c'est un très très gros montant. C'est sûr. Non, mais je veux dire, ce sera le jour où, alors soit c'est merveilleux et tout le monde va éviter de payer les 3%, donc il n'y aura pas de problème. C'est le jour où quelqu'un va devoir sortir les 3%. Je pense que là, ça aura un autre signal que juste un projet de loi. Oui, ça renvoie donc à qui est responsable. Enfin, voilà, donc il y a forcément quelqu'un qui est responsable, soit le programmeur, soit la société, soit celui qui a qualifié, etc. Et du coup, il va y avoir des nouveaux métiers. C'est qu'il va y avoir des avocats spécialisés dans l'IA, il va y avoir l'assurance de ces systèmes, etc., etc. Donc, il y a aussi la création de métiers. Alors peut-être pour recadrer aussi un peu, là, on arrive à l'heure première heure du débat. Donc vous avez certainement encore des munitions en réserve. Il n'y a pas de problème. Je voulais juste recadrer un peu. Donc ça c'est un premier Twitch où on fait parler les experts sur les questions, je dirais
les plus générales, mais on a déjà des questions extrêmement concrètes, y Mhm. compris sur l'emploi ou sur la responsabilité juridique, etc. Et donc, je voulais rassurer les gens si on ne traite pas toutes les questions du chat qui sont extrêmement riches et nombreuses. Mais la deuxième session, ça sera dès mardi 7 sur la partie spécialisée pour le coup sur les grands modèles de langage, hein, et les IA génératives. Donc là, on aura à nouveau, y compris on aura des linguistes aussi. Donc on pourra développer un peu du décor, enfin ouvrir le capot du moteur, même si on l'a très bien expliqué, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. C'est bien une des difficultés aujourd'hui, c'est ce que j'ai retenu. Mhm. Et en même temps, il y a la troisième session qui, elle, sera sur alors peut-être des choses qui ressemblent à ce qu'on fait chez Thales sur les IA spécifiques, les IA scientifiques, donc vraiment appliquées, non pas comme ChatGPT à répondre à toutes les questions, mais qui vont travailler sur la recherche moléculaire ou la classification des galaxies pour, y compris, gagner du temps et trouver des lois nouvelles à partir des... Pour finir, il y aura... Donc là, je vois que les questions éthiques et d'impact social sont extrêmement nombreuses. Donc je voulais aussi rassurer les gens qui seront peut-être frustrés tout à l'heure parce qu'on n'aura pas tout traité, mais il y a une émission perspective qui est en préparation, qui sera diffusée le 27 avril. Donc tout ça est dans le mois, tout ça est avec un rythme bien soutenu et qui regardera la question de la régulation, la question du contrôle et la question de l'éthique autour de cette irruption de l'IA, notamment au niveau du travail, mais pas simplement. Donc, si on revient un peu sur les questions de quand même liées à la spécialité, enfin, ce qui fait le côté spécifique d'un métier, c'est quoi finalement un spécialiste, c'est quoi un professionnel, et est-ce que cette notion-là va continuer ou pas? Enfin, il y a beaucoup de gens angoissés qui nous disent il y a 20 000 licenciements chez Oracle, voilà. Donc tout ça, remettons un peu en perspective. D'abord, est-ce que les prévisions des années précédentes ont été tenues? Moi, j'ai l'impression que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu des annonces relativement pessimistes depuis, bon, je vais dire depuis toujours, presque, et que finalement, il y a toujours des écoles d'ingénieurs, il y a toujours des. Alors après, il y a des métiers comme par exemple l'interprétariat où là, il y a des vrais sujets, mais là où les interprètes sont rassurés, c'est que toutes les langues ne sont pas traitées dans la même profondeur Mhm. avec les langages, les modèles de langage. On y reviendra. Donc voilà, un peu à vous trois, votre intuition sur les 3 prochaines années en termes professionnels. Voilà, vous seriez conseiller pédagogique dans une école d'ingénieurs ou comment vous voyez les choses? J'essaie, un jour, j'étais à une réunion comme ça, c'est une école de commerce, mais c'est pareil. Et les jeunes disaient, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, en essayant de trouver des choses positives, on leur dit, mais si vous avez un projet, vous avez une idée de projet. Aujourd'hui, la plupart du temps, vous n'avez pas à le mener à bien. Parce que vous dites, je ne savais pas, je connais personne qui, je ne sais pas programmer, etc. Bon. Si on voit l'aspect, ah, les choses différemment, maintenant, on peut dire à quelqu'un qui a un projet d'ONG, d'aller sur Vénus ou je ne sais pas quoi, vous ne pouvez plus dire, je ne savais pas. Vous ne pouvez plus dire, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas les moyens, parce que je ne connaissais pas qui, etc. Là, vous avez quand même un grand changement. Euh, Parce que je connais des gens qui n'ont jamais programmé de leur vie et qui se sont mis à programmer à 50 ans Mhm. pour faire des choses significatives. Bon, ben, ces gens-là sont sans doute en train de se créer leur job. Et il, il, faut au moins prendre les choses comme ça. Hein, c'est-à-dire maintenant, voilà, ben, je n'aime pas faire ça. Je ne vais pas faire ce projet parce que je n'aime pas faire ça. J'aime pas programmer en Python, par exemple. Bon. Oui, mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir soulager cet effort de programmer en Python. Donc, je pense qu'on n'a pas comment arriver à se mettre au-dessus de l'IA en se disant ça va pouvoir m'aider à faire des choses que sinon je n'aurais pas pu faire. Je pense que c'est une voie possible plutôt que, enfin, pas seulement se dire comment corriger tous les dégâts que ça va faire. Des exemples dans Thalès ou une vision un peu
À 3 ans, c'est difficile. Pour parler des écoles d'ingénieurs, quand il y a eu l'arrivée de ChatGPT, etc., il y a eu énormément d'écoles qui ont dit interdiction, enfin, c'était le diable. Pour en avoir discuté avec un doyen d'université, il a dit, ah non, c'est plutôt très bien parce qu'on va revenir à l'évaluation des compétences et pas à l'évaluation de l'élève, à sa capacité de recracher ce qu'il a appris. Donc, le raisonnement va redevenir quelque chose d'important. Et donc, pour un pays comme la France, qui est très cartésienne et très à base de raisonnement, c'est peut-être aussi une opportunité, à savoir que il va falloir éduquer les gens à avoir un œil critique, à raisonner, à utiliser ces outils pour construire tout ça, quoi. C'est un peu comme il y a une trentaine d'années, dans les écoles, on interdisait Wikipédia, quoi, parce que c'était le diable. Pourtant, Wikipédia, c'est une grosse source de connaissances. Donc, Clairement, quand je vois le développement économique, social et scientifique des pays, moi je suis frappé par le fait que la Chine, bon, elle a, elle a un régime politique qu'on n'apprécie pas, bon, qui limite les libertés des gens, mais par contre, ils ont un domaine dans lequel ils sont très forts, c'est l'éducation. Et le nombre d'ingénieurs qui sont en Chine, et qui ne sont pas que des ingénieurs robots, hein, c'est ingénieurs. Enfin, moi, il y a toujours un chiffre qui me frappe, c'est qu'en Chine, il y a pratiquement 100 millions de pianos. C'est-à-dire que la Chine, c'est pas seulement l'éducation scientifique, c'est aussi une éducation générale. Et ils sont, on le voit dans les conservatoires parisiens, il n'y a que des Asiatiques et des Chinois. Bon, enfin, beaucoup. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. L'ingénieur ne peut pas avoir peur d'un avenir. Aujourd'hui, on manque d'ingénieurs et on manquera d'ingénieurs. L'ingénieur qui est capable d'avoir sa méthode de réflexion, capable de lui-même de devenir à quelqu'un qui va critiquer l'IA, qui va l'utiliser comme un outil. Et moi, alors, je suis frappé, je connais quelqu'un qui est psychiatre, psychanalyste, qui n'a rien à voir avec l'IA, et qui me dit, finalement, j'ai commencé à utiliser ChatGPT, ben, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, rien que par exemple sur les psychanalystes, ils aiment bien Freud. Hein, bon, voilà. Alors, quand vous mettez tout Freud dans un outil IA, eh ben, ça vous permet de savoir et de réfléchir sur toute la période de production littéraire de Freud. Qu'est-ce qu'il a dit à tel moment? Ça permet d'utiliser ces outils pour y voir finalement un peu plus clair. Donc il y a plein de domaines dans lesquels finalement les gens qui vont avoir cette formation intellectuelle d'ingénieur vont pouvoir profiter de ces outils. Moi, là où je suis plus inquiet, c'est que, au niveau industriel, on est de plus en plus automatisé. Donc on voit, hein, il y a moins en moins d'ouvriers et d'opérateurs dans la production industrielle. Et donc, alors il y aura toujours des métiers, les métiers de soins, les métiers manuels qui existeront toujours, les métiers artisanaux. Mais attention, il y a une population et un certain nombre de métiers qui, eux, vont effectivement être en réduction des métiers d'opérateurs, ce qu'on a appelé les programmeurs dans l'informatique. Voilà, un certain nombre de métiers, moi, où je vois qu'il va y avoir des difficultés. Donc, si on veut réfléchir socialement, qu'est-ce qu'il faut amener en avant? Moi, je pense qu'un des domaines clés où il faut pousser, c'est l'éducation. Voilà. Il faut que l'éducation redevienne une priorité très importante, que ce soit à l'école, dans les universités, et avec les matières scientifiques qui sont très importantes. Je partage complètement. Et pour aller sur le domaine de l'ingénieur, je pense qu'il faut revenir à la définition, à savoir quelqu'un qui est capable de mettre tout son génie pour résoudre des problèmes complexes et résoudre un problème qu'on lui pose. Et c'est vraiment ça. Et donc, ça veut dire éduquer les gens à raisonner plutôt qu'à recracher juste de manière, l'apprentissage par cœur, quoi, en cours. C'est lié aussi à quand on parlait d'IA de confiance, parce qu'on a compris, comme ça a bien été dit par Sylvain, que l'IA qui nous épate aujourd'hui, c'est une IA qui apprend. Et donc, on
prend pas la peine d'écrire à la main des règles, des théorèmes, comme on faisait dans l'époque du système expert, qui marchait très bien, mais qui était très long, très coûteux à faire. Et donc, parmi les manières de la rendre de confiance, c'est qu'est-ce qu'on lui donne à manger. Et on se dit, ben, autant lui donner à manger des choses de qualité plutôt que n'importe quoi. Quand on commence à se poser la question de dire qu'est-ce que c'est qu'un contenu de qualité, eh bien, on retourne vers l'IA symbolique. Il faut qu'on dise des choses vraies, des choses. Vous êtes dans une compagnie d'assurance, il y a des lois qui s'appliquent, il y a des décrets, il y a des règles, il y a des catalogues de produits. Il ne suffit pas de donner accès à tous les disques durs de la boîte pour que le système nous sorte des contrats. Il va bien falloir qu'il y ait une signature sur une entrée dans la machine. Et là, on va se dire, ben, pourquoi pas utiliser un langage formel, finalement? Pourquoi pas utiliser quelque chose de très structuré, comme l'était... quelles sont les règles que vous, experts, vous utilisez pour décider de telle chose ou pour mettre au point telle machine? Et ça, l'apprentissage bestial ne le voit pas. Donc, on revient à ce que disait Juliette, il va bien falloir un jour trouver un moyen de mélanger la grande magie du système de langage, c'est-à-dire de nous lire des milliards de livres et puis de les synthétiser, et à côté de ça, de dire, ben, dans ce cas-là, je veux que tu fasses ça, point barre. Aujourd'hui, on ne sait pas bien faire ça, mais il n'y a pas de raison, avec les 300 articles qui sortent chaque jour, qu'il n'y en ait pas un qui nous sorte ça un jour, quoi. Je vais juste faire une relance. Donc, je rappelle aux retardataires qui arriveraient maintenant sur notre direct là, qu'on peut toujours poser des questions sur le chat. Donc, il suffit de s'inscrire en ligne. Hein, ça prend moins d'1 minute. Donc là, je vous annonce déjà qu'on va pas pouvoir traiter toutes les questions aujourd'hui, hein, parce que l'heure avance, mais on va encore en traiter. Et donc, il y aura d'autres émissions le 7, le 15 et le 27 avril. Donc, je fais une petite rafale de questions. Bon, il y a une partie des gens dans l'auditoire qui trouvent qu'on est très, très optimiste. Donc, il y a pas mal de questions sur l'avenir social. On est passionnés. Voilà, on est des scientifiques, donc on croit au progrès, mais après, il y a des limites et il y a des questions à traiter. Entre autres, mais ça va très loin, il y en a même une sur, en reprenant ce que dit Stanislas de Haine, hein, qui a fait une très belle conférence au Collège de France, je l'ai regardé aussi, jusqu'où on peut aller dans la prise de conscience ou enfin, qu'est-ce que comprend finalement une IA. Voilà, est-ce que le terme conscience est galvaudé? Donc ça, là, on va très loin dans la philo. Ça rejoint aussi la question sur la séparation du numérique et de l'humain. Et puis après, il y a des questions très, très utilitaires sur, bah oui, c'est quoi le boulot demain? C'est les seniors, très bien. Donc les seniors sont des spécialistes, donc il y en a besoin. Par contre, les juniors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Les juniors ne trouvent déjà plus d'emploi parce qu'ils sont soi-disant remplacés par des IA de base. Donc et voilà, et il y a après beaucoup une question aussi, oui, mais tout ça c'est aujourd'hui, alors que l'IA agentique est en train de tout changer, donc tout ça va être est déjà remis en question puisqu'il y a une IA de 2e niveau, 3e niveau qui va mettre tout ça en place. Donc c'est quoi la réalité de tout ça? Donc Alors, il y a France 2030 a lancé un mouvement qui est donc l'ingénieur. Après, c'est l'ingénieur augmenté ou l'employé augmenté par l'IA. Donc, c'est X plus IA. Et en fait, il pousse pour avoir l'inverse, c'est-à-dire IA plus X. Et souvent, je dirais le binôme gagnant, c'est quelqu'un qui comprend ou qui maîtrise un peu les outils d'intelligence artificielle et qui a une compétence dans un domaine particulier. Par exemple, le biologiste qui a sa compétence en biologie, qui va utiliser l'IA. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, la dernière séquence va donner des illustrations assez importantes sur ce domaine. Et je pense vraiment que si j'avais un conseil à donner aux jeunes, ce que tu appelles les juniors, c'est d'avoir une espèce de double compétence, c'est-à-dire d'avoir un domaine d'expertise, mais ce n'est pas forcément quelque chose dans les sciences, hein, ça peut être autre chose, et de maîtriser l'usage de ces technologies.
Et là, ça permettra d'avoir des choses intéressantes, enfin des profils très intéressants, même s'ils sont juniors. Oui, et puis, moi, je trouve que ce qu'il faut arriver à faire, ce qui serait bien, c'est que l'industrie française et européenne et que les politiques la favorisent dans tous ces domaines, parce que bon, il faut qu'on soit présent. On l'est pas assez. Hein. Moi, je trouve qu'on l'est pas assez. Je trouve en plus que les entreprises françaises, européennes ne savent pas travailler ensemble pour favoriser l'émergence d'entreprises françaises, européennes. On est quand même très, très sous influence des Américains. Hein. Dès qu'il y a une belle start-up qui fonctionne bien, elle se finit Elle par se fait se faire avaler. financer par les Américains. On n'arrive pas. Moi, je suis, je dirais, je trouve presque scandaleux que Mistral passe un très gros contrat avec Nvidia, le leader des composants, Mistral, qui est quand même. Et il n'y a pas d'accord avec STMicro, qui est. Alors, qui n'est pas au cœur de la fabrication des puces des data centers, mais qui veut rajouter l'intelligence artificielle dans les microcontrôleurs, ce qu'on appelle l'Edge AI, c'est-à-dire Mhm. l'intelligence artificielle dans les objets connectés. C'est très important. Ils ont une très belle technologie. Pourquoi à un moment donné, il ne se passe pas quelque chose en cluster? Moi, j'ai d'autres exemples. Vous avez un bon acteur de semi-conducteurs qui ne travaille pas non plus dans les data centers, mais autour. Et puis qui est dans l'automobile connectée, qui est Infineon. Ben, Infineon et STMicro ont une relation exécrable entre eux. Je veux dire, ils ne savent pas travailler ensemble. Comment ça se fait? Enfin, dire, les Chinois travaillent ensemble. Enfin, ils essayent. Le gouvernement chinois les pousse à travailler ensemble. Les Américains travaillent ensemble. Nous, voilà, ça, c'est des sujets, à mon avis, bon, qui devraient peut-être être traités pour que, effectivement, nos jeunes ingénieurs juniors, ils trouvent quand même leur compte en se disant, ben, voilà, on va pas aller aux États-Unis, on va rester en Europe et on va développer l'industrie en Europe. Bon, notre éducation, elle reste bonne et on va y être là. Mais il y a un deuxième sujet qui est très important pour moi, c'est la capacité à prendre des risques et à innover. Vous l'avez dit, l'ingénieur, il ne faut pas qu'il reste dans sa voilà, dans l'utilisation de son AI sans prendre de risques. Voilà, prendre de risques, innover, entreprendre. C'était le délégué central de CGT de ST Micro, avec qui j'ai longtemps travaillé, et qui me disait, avant de prendre sa retraite, bah, finalement, on devrait travailler beaucoup plus avec les startups. Voilà, ST Micro devrait favoriser les startups. Voilà, elle le fait un peu, hein, mais essayer de retrouver aussi dans cette passion qu'on devrait avoir des développements scientifiques, cette capacité à prendre des risques, voilà, paraît important. Alors, alors bon, parfois, mais avec l'IA, on est paumé parce que exponentiel, etc. Donc, de temps en temps, on est optimiste et de temps en temps, on est désespéré. Mais c'est comme ça. Ouais. Pour les juniors, une manière de retourner le problème, c'est pas de dire aux juniors, on vous embauche plus parce que plus besoin de vous. C'est de dire aux juniors, avec les juniors, vous allez pouvoir remplacer les seniors. Vous allez pouvoir devenir senior. Plus vite, plus mieux. vite, ou plus vite et mieux. Il n'y Mm. a aucune raison que ce que l'IA peut faire pour remplacer un junior, et pour auprès d'un senior d'avoir une espèce d'esclave junior. Ben, inversement, je ne sais pas, vis-à-vis d'une stratégie client, des juniors peuvent monter leur boîte, c'est-à-dire être les seniors de leur boîte grâce à l'IA, qu'ils ne pouvaient pas avant. Juste un petit point sur la question derrière, c'est un peu comment l'intérêt public s'exprime, finalement. Est-ce qu'il s'exprime à travers des startups? Est-ce qu'il s'exprime à travers des commissaires européens? Est-ce qu'il s'exprime à travers des plans nationaux? Bon, ça ne marche pas toujours, hein, les plans nationaux, on en a parlé d'un tout à l'heure. Donc c'est ça la vraie question, c'est comment l'intérêt public s'exprime. Et là, en faisant une remarque un peu difficile, que, OK, il faut prendre des risques. OK, il faut innover. Les Américains, ils ont quelque chose en plus. Ils veulent dominer le monde. Un start-upper français, il veut réussir sa start-up et au mieux se faire racheter par un Européen. Un Américain, il veut dominer le monde. Quelles sont les personnes en Europe aujourd'hui qui se disent, moi, je vais dominer le monde? C'est-à-dire qui vont tenir la dragée haute à un Elon Musk ou à un Larry Ellison, le patron d'Oracle. Est-ce qu'on peut faire sans?
on a envie de pouvoir de tenir la dragée haute à ces gens-là sans de dire je suis là pour dominer le monde. C'est une question qui me trouble beaucoup. Mais là, on renvoie aux questions politiques hein, enfin, qui sont y compris prises en compte. Mais après, la question aussi de la programmation ou d'une forme de planification. Alors, on a des échecs flagrants en planification, mais il y en a d'autres qui ont marché. Quand on reprend Bull, le plan calcul, il y avait une logique. Hein, il y avait des logiques et des besoins, et il y avait une vraie. Et sur l'aspect industriel, alors justement, je reviens aussi sur l'aspect dans les questions. Alors, on nous dit, vous traitez pas du tout la question de l'écologie et de l'impact. Alors, on l'a un peu traité tout à l'heure. Moi, j'ai parlé aussi d'effet Joule à propos des GPU. Donc, vu du physicien, c'est un truc qui est quand même très, très inefficace en termes de rendement de calcul et qui chauffe en effet énormément. Et donc, c'est un dissipateur de chaleur et ça consomme. Donc, oui, il y a des problématiques environnementales. Je ne sais pas si vous. Ah non, Si, oui, ouais, juste ouais, deux ouais, mots ouais, ouais. sur le sujet. Donc, de la question publique, comment on fait Mm. pour en faire plus en termes industriels, technologiques, et comment mobiliser, motiver. Il se passe quand même des choses correctes encore en France. Il n'y a pas que du noir. Hein. Moi, je trouve que ce que fait le CEA et le CEA à Grenoble dans le domaine des semi-conducteurs Mm. est extrêmement utile et a toujours été très utile pour des entreprises comme STMicro et leur a permis de passer des bonnes étapes et à se développer. Après, on peut être aussi très critique de la façon dont peut-être les gouvernements choisissent ou influencent sur les dirigeants. Très récemment, par exemple, STMicro, au moment où ils ont explosé leurs résultats, et c'était il y a 3-4 ans, n'ont pas suivi, ils ont arrêté de recruter. Ils ont arrêté de recruter au moment où il fallait renforcer, au contraire, tout ce qu'il fallait faire en termes de conception hardware pour l'intelligence artificielle AGI. Donc maintenant, ils ont perdu des parts de marché et ils ont perdu cette. Ils ne sont pas allés là-dessus. Soitec, un peu pareil, on leur a mis un dirigeant qui est démissionné d'ailleurs. L'État a choisi pas forcément. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut trouver des dirigeants qui soient innovants, entrepreneurs, et non pas à essayer de faire des dividendes pour les analyses financiers ou pour faire de la bonne gestion administrative. Voilà, je dis ça, ça me paraît très important de trouver aussi à trouver des bons dirigeants. Voilà. Et faire en sorte que les entreprises voilà, restent sur cette capacité à innover. Ouais, j'aimerais rebondir sur la difficulté qu'ont les entreprises françaises de collaborer entre elles. En fait, j'ai un contre-exemple en intelligence artificielle qui a été le programme Confiance.ai, où des grands industriels français, hein, Air Liquide, Atos, à l'époque ça s'appelait comme ça, Sopra Steria, Safran, Naval Group, Thales, Airbus, Valeo, Renault, se sont mis ensemble. Et pourtant, ce sont des gens qui, dans certains cas, peuvent être même concurrents, pour travailler à construire, je dirais, l'ingénierie de l'IA, qui est un peu le mouvement qu'a suivi le logiciel avec l'ingénierie logicielle. Puisque aujourd'hui, on est plutôt dans l'artisanat ou des choses d'orfèvrerie et on veut passer à l'échelle industrielle. Et donc, c'était pour accompagner ce mouvement. Et ça a été possible parce qu'il y a eu un plan qui était organisé par France 2030 sur justement comment développer des IA de confiance pour aller vers la certification. Donc il y a quand même des exemples et ça a donné lieu d'ailleurs à la création d'une association, European Trustworthy AI Association, qui maintenant essaye de promouvoir un écosystème, de promouvoir de l'open source pour essayer de dynamiser ça. Donc il y a des niches, parce que je suis d'accord avec vous, hein, ce sont des niches, ce n'est pas quelque chose de généralisé, où quand les industriels se mettent ensemble, ils arrivent à progresser ensemble, même si ce n'est pas toujours facile, même si on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Mais il y a des choses qui sortent. Alors après, pour répondre à la question sur l'environnement, c'est un peu comme ce que disait Jean à chaque fois, il y a deux faces à ce problème-là. Il y a, est-ce que l'IA est, je dirais, est une discipline
qui permet d'être, je dirais, sustainable, donc qui adresse le développement durable, bah, déjà, ça dépend de la techno. Il y a des technos d'IA qui sont très peu consommatrices et qui ont des empreintes carbone très peu. Ce n'est pas le cas de l'IA générative, mais il y en a d'autres. Donc, il faut aussi se poser la question. Il y a énormément de travaux au niveau académique qui s'intéressent à utiliser des IA beaucoup plus frugales en données et en énergie, donc y compris dans ce domaine-là, c'est-à-dire faire de l'apprentissage avec peu de données. On parle même du one-shot ou du few-shot learning. Donc, il y a des choses qui se font. Et puis, il y a la réciproque, c'est que l'IA, pour beaucoup d'applications, contribue à réduire l'empreinte carbone ou à améliorer la planète. Il y a énormément d'applications de l'IA en agriculture. Et donc, pour optimiser l'agriculture, la gestion de l'eau, pour optimiser des trajectoires d'avion, pour réduire la consommation du fuel ou pour réduire ce qu'on appelle les contrails, c'est-à-dire les traînées humides qui ont un impact sur la couche d'ozone. Donc, il y a aussi tout l'usage de l'IA pour la planète. Et ça, il y a énormément d'applications. Donc, faut pas toujours dire que c'est noir. Alors c'est vrai que l'usage massif de l'IA générative je dirais, non contrôlée, et en particulier chez les jeunes, enfin, on ne demande pas à ChatGPT la recette de la tarte tatin. Google sait le faire tout autant et pour une empreinte carbone beaucoup moins importante. Par contre, Éducation donc encore. alors c'est plus de l'acculturation parce que je pense que beaucoup de jeunes ne savent pas cette face cachée. Oui, on se demande pourquoi il n'y a pas un compteur de joules Voilà. sur chaque écran. Ou Ça pourrait être jetons. obligatoire. Ou des jetons de ChatGPT. Des jetons. Sur l'Europe, quand vous parliez du CEA LETI, tout ça, dans ce qu'on appelle, on appelle ça en anglais, appelle ça une stack, sur toutes les couches qui vont depuis le silicium jusqu'à l'application, quelle qu'elle soit. C'est quand même assez impressionnant que l'Europe, elle est présente dans certaines couches de manière remarquable. Bon, vous avez le CEA LETI, pour commencer. Vous avez le laboratoire de Louvain, je ne sais plus comment il s'appelle. L'IPEX. Et voilà, ça, qui est quand même un des centres mondiaux, c'est bien compris. Pas loin de Louvain, vous avez ASML, qui a le monopole quasiment des machines. Mondial. Bon, et après, moi je mettrais Bull. Bull est un des 3 ou 4 endroits où on sait faire des supercalculateurs. Et Bull, c'est une nouvelle petite société qui vient de se créer, qui a été créée hier. C'est la 3e fois qu'il y a une société qui s'appelle Bull et qui est créée. Et elles sont toutes dans la même filiation. Et puis, vous avez aussi Mistral qui tient très bien la route. Donc là, vous avez 4 en Europe, là, vous avez 4 éléments qui font que, je pense beaucoup grâce aux chercheurs, tout ça, qui sont dans la course. Et quand même, là, vous parliez d'être désolé que Mistral et ST et microélectronique, mais vous avez contre-exemple ASML Mistral. ASML a investi, grâce, paraît-il, à Bruno Le Maire, a investi $1 milliard dans Mistral. C'était quand même un bel exemple de synergie européenne. Si je reprends le fil des discussions, il y a beaucoup de questions justement autour de l'arbitrage entre le financier et le politique et la question des tours de table. Moi, je vais répondre aussi. Mistral, très bien, et le PDG est français, mais le tour de table aujourd'hui, il est largement avec des banquiers américains. Donc tout ça n'est pas gravé dans le marbre et on est sur une politique qui est pour le moins inquiétante, qui ne donne pas de perspective. Bon, j'ai aussi beaucoup de reproches sur le chat du fait on ne considère pas assez l'angle du travail. Alors moi, je voulais recadrer, c'est-à-dire qu'il reste encore 3 émissions pour approfondir sur la question du travail. Alors c'est vrai qu'on avait abordé le cadre général du collectif de travail. Je pense que on peut encore développer, mais
l'impact du travail, on ne le nie pas. Qu'on parlait de révolution, enfin, d'impact Mmh. massif, c'est aussi sur énormément d'inquiétudes. Et après, il y a le travail des syndicats. Je rappelle il y a aussi, il y a aussi un réseau syndical qui s'appelle Dialogue IA, où l'UGICT CGT a travaillé, avec pas mal de syndicats européens, donc pour essayer justement d'anticiper et de favoriser le dialogue y compris dans l'entreprise, sur des accords d'entreprise pour réguler et encadrer et améliorer et redonner une forme de pouvoir de critique des salariés sur les outils IA. Donc, mais je pense qu'on y reviendra. Et Et aussi, là aussi, pardon. il faudra accompagner le changement. C'est-à-dire que oui, les métiers vont changer, mais il faut les accompagner. Donc ça veut dire aussi de mettre en place des moyens à l'intérieur de chaque entreprise pour accompagner ce changement. Si, pour être provocateur, est-ce qu'il faut un droit à ne pas utiliser l'IA? Bah, ça revient à la question Ouais, de séparation du oui, numérique et c'est des ça. humains, oui. Un droit Et de retrait. est-ce qu'il faut qu'une entreprise ait au moins 15% de jobs qui n'utilisent pas l'IA? Mais enfin, je suis pas philosophe, je suis pas anthropologue, et on se dit où est-ce que tout ça va s'arrêter? Donc on s'est dit qu'est-ce que nous on veut conserver de, de manière de vivre? Et on tâtonne aussi, mais je pense que, je suppose, dans le milieu syndical, c'est un sujet de recherche aussi, c'est-à-dire comment chercher les bonnes manières de réagir face à ce phénomène. Ça ne doit Alors, pas être très facile non plus alors, donc, à trouver. l'IA Act va dans le bon sens, mais on a Mais c'est pour protéger le voilà, citoyen voilà. plus que pour protéger le travail, hein. L'AI Act, sa philosophie, c'est vraiment Voilà. protéger Mais le citoyen c'est des ce que j'allais risques. dire, c'est pas suffisant. Et donc, y compris dans les syndicats européens et à l'UGIC-CGT en particulier, il y a une réflexion de base. Il y avait un collectif numérique depuis des années qui s'est transformé depuis 2 ans en groupe de travail IA et il y a aussi le collectif sur la partie recherche où il y a des chercheurs qui sont aussi impliqués sur ces questions sociétales mais aussi économiques. Et donc, il y a une réflexion sur alors, on parle d'accompagnement, nous on parle aussi de presque de l'idéal. L'idéal, ça serait une co-conception d'un outil, c'est-à-dire que le projet IA d'un nouveau outil dans le collectif de travail qui arrive sur la table, il faut que les salariés et les ingénieurs, mais même Mmh. des salariés à l'autre bout de la chaîne, puissent donner leur mot à dire en disant, ben non, mais là c'est une bêtise, parce que en fait, vous savez pas, mais là, à tel endroit, c'est pas comme ça. Mmh. Parce que si on nous amène une Expertise solution métier. Microsoft ou Amazon sur la table, elle va pas forcément être tout à fait bien qualifiée pour la PME française ou pour le groupe automobile français. Donc il y a un vrai travail, et nous on dit de co-conception. Mmh. Donc plutôt les salariés seront dans la boucle. C'est là où, enfin, je reviens, l'homme dans la boucle, c'est aussi à Oui, ce moment-là. c'est Voilà. pas la même chose que l'homme dans la Dans machine. la machine, C'est c'est l'homme pas dans la opérationnel, boucle au de départ. conception, voilà, sur l'expression des besoins. Je voudrais rebondir là-dessus. J'ai trouvé par hasard dans un cabana livre au bout de la rue une biographie de Simone Veil, la philosophe. 1909-1940. Elle a écrit une phrase extraordinaire, des phrases extraordinaires sur l'homme et la technique, et elle a dit un peu ce que tu as dit là, c'est-à-dire, ou la co-conception, je ne sais Oui, plus qui de vous l'a dit. Elle a écrit des choses, des phrases limpides. J'en ai fait un petit blog, j'en ai fait un petit billet sur LinkedIn, mais j'en suis tombé de ma chaise, c'est-à-dire elle a dit des choses lumineuses. en 1940, hein, pour rappeler. Oui, avant D'accord, 1940. avant Hein. 40. Et parce qu'elle était une givrée du cerveau, enfin, extraordinaire, mais elle a voulu aller travailler en usine pendant des années. Donc elle a tiré des conséquences là-dessus, sur l'outil de travail. En gros, elle a dit il faut que l'ouvrier travaille sur des machines qui lui laissent l'occasion de penser dans le cadre de son travail. Et Mmh. voilà, elle a sûrement écrit moi, j'ai juste vu ces phrases-là, mais je crois qu'elle a écrit un truc à propos de la science en particulier, qui est, qui est sûrement une source d'inspiration. Alors, moi, je voulais juste revenir sur la question de la boîte noire, hein. C'est quelque chose qui est une critique de fond dans les commentaires. Ce qui est gênant aussi, il y a deux boîtes noires. Bon, on l'a évoqué tout à l'heure. Ce qui est gênant
de façon conceptuelle, c'est que l'IA qui est massivement utilisée, hein, la fameuse qui se traduit par ChatGPT et consorts, et la fameuse IA probabiliste et connexionniste, on est bien d'accord, on fait un constat que c'est une boîte noire dans le sens où on n'explique pas. Hein. Donc ça, c'est déjà quand même, même assez nouveau. Même s'il y avait de l'indéterminisme dans les sciences, mais c'était des effets parce que il y avait trop de paramètres et qu'il y avait des effets de bord et qu'on n'arrivait pas à expliquer de façon déterministe. Mais là, c'est le moteur même du, de la solution qui n'est pas déterministe. Donc ça, c'est une première boîte noire. Et la deuxième boîte noire, et c'est là où au niveau syndical on a un problème, c'est que voilà, un GAFAM ou un Chinois nous propose demain une solution toute faite, clé en main, qui va s'appliquer dans la PME ou dans l'administration ou à la mairie machin. Et voilà, c'est comme ça. Et vous êtes informé, c'est oui, c'est non, c'est hop, il n'y a pas d'expertise, premièrement, et voilà, la messe est dite. Donc là, il y a un vrai problème parce que c'est une deuxième boîte noire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Et il faut, et même dans l'intérêt, de l'entreprise, il faut enfin, un travail préparatif et on peut Faut une appeler ça décision acculturation, éclairée, voilà, ouais. et contradictoire sur, bah non, finalement, ça c'est une énorme bêtise, vous allez perdre, on va perdre la gestion des stocks, enfin je dis n'importe quoi, donc voilà, parce que vous n'avez pas vu ça. Voilà, donc c'est les deux, pour remettre un peu de noirceur ou de pessimisme. On n'est pas des scientifiques BA, il y a pas mal de critiques, mais pour remettre un peu de réalisme, c'est ça, c'est les deux boîtes noires. Et une grande question sur l'avenir, c'est est-ce que dans l'avenir, les IA vont être toujours plus centralisées, c'est-à-dire que il y aura quelques ChatGPT dans 5 ou 6 dans le monde, ou bien est-ce que, comme on sait faire aussi techniquement, on arrive à faire tourner des grands modèles sur des petites machines. Voilà. Hein. Bon, ben, suivant que ça va passer dans dans un mode ou dans l'autre, suivant que le mode grand modèle sur petite machine fonctionne, enfin, quand je dis grand modèle, ça veut dire beau modèle sur petite machine, là, pour faire ce que vous suggérez, ça va être beaucoup plus facile. Oui, enfin, après, il y a le problème du hardware, hein, c'est-à-dire un microcontrôleur isolé sur un robot, sur une machine. Alors, il est beaucoup moins cher, hein, mais il est 1 million de fois moins puissant que l'accès au data center. Donc, on n'est pas encore. Voilà, ça va se Sauf développer, pour mais. faire des Mais- tâches spécifiques. En fait, tout le problème est de ce qu'on lui demande. Mm. Si c'est des tâches complètement génériques et de l'usage généraliste, je suis d'accord. Mais si c'est une tâche spécifique, il y a des choses qui marchent très très bien dans des tout petits, ce que j'appelle des boîtes à chaussures avec des contraintes de place mémoire, de taille, etc. et qui font des choses extraordinaires. Alors, c'est pas forcément basé sur les IA à la mode aujourd'hui. Il y a énormément de savoir-faire de développeurs, d'optimisation du code, enfin, d'enrichissement même du réseau de neurones avec de la connaissance métier. Et c'est là où Oui. il est important, quand on choisit un outil pour répondre à un besoin, de connaître le métier pour connaître l'usage, quoi. Enfin, le- Avec c'est. l'avantage, ces technologies sont développées à Grenoble, ce qu'on appelle le FDSOI. Enfin, c'est un peu l'avenir du Edge AI européen. Tu peux réexpliquer de façon un Alors, peu pédagogique. voilà, enfin, en fait, l'AI est faite avec des processeurs extrêmement rapides qui favorisent l'accès à la mémoire et la vitesse de calcul, et elle est faite en 2 nanos. Hein, voilà, et c'est fait par essentiellement TSMC aujourd'hui. Il n'y en a pas en Europe. Et après, vous avez l'Edge AI qui est sur des machines, sur des processeurs qui consomment beaucoup moins, qui ont des procédés de fabrication qui sont en 18 nanos aujourd'hui, qui vont passer à 10 nanos. Vous voyez, un écart de 2 à 10 nanos. La gravure est beaucoup moins fine, mais ça permet d'avoir des utilisations beaucoup plus économes en énergie. Donc en fait, c'est moins énergivore, vous l'avez dit. Ça permet d'avoir des petites machines très spécialisées dans un robot, dans un médicament, voilà, et ça, pour l'instant, c'est une petite partie de l'activité semi-conducteur et intelligence artificielle. Le gros paquet, c'est les data centers, mais c'est amené à être développé et on est plutôt bien placé. Là, on a ce créneau-là. Ce serait bien aussi que voilà, les gouvernements français, allemands, italiens renforcent cette piste, qui est une bonne piste aussi d'économie d'énergie. Et ce procédé développé à Grenoble s'appelle le FDSOI.
et développé par le CEA Leti. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est là où on voit qu'il y a eu un plan bien fait sur le long terme pour développer ce type de technologie très basse consommation sur l'aide jaillie. J'ai retrouvé ce que Simone Veil disait, Ouais. qui est, je pense, proche de ce que Sylvain a dit. Elle dit, alors ça c'est sa biographe qui dit ça, elle aspire à des machines d'un type différent, en les considérant non plus seulement d'après leur efficacité, mais d'après ce qu'elles permettent ou exigent de penser chez le travailleur. Ah, c'est profond. Et ça rejoint tout à fait ce que disait Sylvain. En tout cas, bon, on va peut-être arriver aux conclusions provisoires. Donc déjà, je veux rassurer tous les gens qui posent des questions et qui n'ont pas eu de réponse. Bon, d'abord, parce que le sujet lui-même n'a pas toujours de réponse, hein. Mhm. J'espère on a montré qu'on est sur un sujet complexe, hein. Il faut pas, et donc, méfions-nous des promesses simples et définitives sur le sujet. Et donc, je vais laisser chacun conclure, mais d'abord rassurer aussi les gens qui nous suivent en ligne, c'est qu'il y aura encore alors, il y aura encore deux Twitch en direct et une quatrième émission de synthèse. Et je pense que dans l'émission de synthèse du 27 avril, il y aura beaucoup de choses sur le collectif de travail et sur la négociation, la régulation autour de l'avenir du travail et de la place de l'humain. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous donne la parole pour une forme de conclusion, même si c'est un peu frustrant pour nos... Je vais commencer. En fait, je vais commencer par dire, alors c'est vrai que moi j'ai un biais puisque je suis plutôt du côté ingénieur de recherche. Et franchement, si je pouvais avoir 30 ans de moins, j'achèterais tout de suite parce que c'est maintenant que ça se passe et que c'est vraiment excitant. Donc, c'est plutôt pour rassurer les jeunes. C'est que moi, j'aimerais bien être jeune, vraiment pour faire partie de cette vague actuelle. Mais c'est vrai qu'avec le biais de chercheur, on a moins peur de l'inconnu. Donc, c'est plus facile. Merci Juliette. Oui, bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que même si, bien sûr, l'IA va, enfin, moi, je suis pratiquement certain, va se développer encore plus et va devenir c'est déjà très important de façon économique et ça va forcément augmenter à l'avenir. Mais bien sûr, la question de l'humain est majeure. Comment ça va s'adapter? Il y a des évolutions sur le travail des personnes qui est majeure. Il faut les travailler, il faut les prévoir, faut voir comment ça éviter la casse éventuelle en entreprise. Alors ça, c'est un premier sujet. Puis un deuxième sur lequel moi je suis plus concerné, c'est les entreprises qui travaillent pour l'IA et pour les composants en France, en Europe, et surtout en France. Eh bien, on n'en fait pas assez. Voilà. Il faudrait que, par exemple, ST Micro arrête son plan de restructuration au plus mauvais moment, quoi. Ils ont décidé de réduire leur recrutement. Ça démotive même leurs jeunes ingénieurs. Voilà, bon, il faudrait à un moment donné, effectivement, pouvoir, au contraire, alors qu'ils ont les moyens financiers, hein, ils ne sont pas en perte. Hein. En tout cas, ils ont des ressources financières, se renforcer au moment où on en a tellement besoin, voilà, pour développer leur technologie. Bon. Alors, j'allais dire un peu la même chose que Juliette, on est chercheurs tous les deux. Aussi, on s'est dit, zut, on n'est pas là au bon moment. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi dire que les chercheurs sont des gens de bonne volonté. On ne peut pas être chercheur si on n'est pas de bonne volonté. Je n'imagine pas. Et d'autre part, l'IA telle qu'elle est, c'est aussi une extraordinaire technologie de partage et de solidarité entre les humains, d'une certaine manière, puisqu'on va pouvoir rassembler dans un espace, dans une ressource, des contributions de tout le monde. Ça donne une possibilité extraordinaire de contribution, De partage de connaissances. de partage de connaissances, d'expériences. Je ne sais pas comment ça marche dans les voitures autonomes, mais avec sûrement plein de systèmes d'apprentissage, mais si un pilote humain rattrape sa voiture pour éviter quelque chose, c'est une expérience qui peut aider un autre conducteur, je ne sais pas, 3 jours après, à ne pas tomber dans le même fossé.
Donc, voilà, je pense que c'est un outil la technologie des LLM, avec tout le mal, toute la noirceur, au sens boîte noire qu'on en voit, c'est aussi quand même un outil de fédération. Voilà. Alors, à condition que, enfin, après, il y a la question des copyrights enfin, j'oserais même dire l'utilisation de vol ou d'utilisation abusive de données. Il y a des choses qui se passent au niveau réglementaire en ce moment. Tout n'est pas clair et il y a des problèmes. Enfin, on l'abordera aussi sur les questions éthiques, hein. Oui, Ouais. les gens qui ont une notion du partage. Ouais, et qui n'ont pas dit oui. Ils n'ont pas dit oui, hein. Voilà. Et ça, ce sont les usagers, ce ne sont pas les chercheurs. Bon, bah écoutez, on était en direct des studios de l'UGICT CGT à Montreuil. Alors donc, je rappelle, les organisateurs, c'était le collectif confédéral de la CGT et le groupe de travail IA de l'UGICT. Donc merci à Juliette Mathioli, Jean Romer et Guy Moulas d'avoir un peu abordé le sujet. Je crois qu'on n'a pas du tout fini d'en parler. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. En tout cas, cette émission était enregistrée dans les studios de l'UGICT, hein, CGT, et vous la retrouverez en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Et pour info, nous ne dépendons ni de subventions ni de dons. Et donc, si vous voulez soutenir cette émission, syndiquez-vous. Ça, c'est le message adéquat. Et donc, pour dire qu'il y a une suite, il y a plusieurs suites. Et je comprends qu'on soit frustré puisqu'il y a des questions qui n'ont pas été, à laquelle on n'a pas répondu. Bon, il y en a où on répondra pas parce que c'est trop, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Donc c'est bien le problème de la recherche, hein. C'est qu'il y a encore beaucoup de travail pour les chercheurs. Et puis il y a d'autres questions sur lesquelles on va essayer de répondre pour les 3 prochains événements. Voilà, merci encore.